La campagne électorale en vue de ces élections générales du 20 de ce mois de décembre 2023 bat son plein ici en République démocratique du Congo et à Kinshasa, la capitale. L'actualité aussi vient s'en mêler, notamment avec Corneille Nangaa, l'ancien directeur général de la CENI, en parlant du Conseil national électoral indépendant, qui vient d'annoncer avoir mis sur pied une plateforme avec le groupe terroriste du M23 qui sème la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a également de nombreuses déclarations qui demandent qu'on s'y penche à un moment donné, et nous avons le grand honneur pour évoquer cela et aussi le bilan ainsi que le projet de campagne du candidat président sortant, Félix Tshisekedi. Nous avons le grand honneur de recevoir sur ce plateau Guillaume Modimola, membre de l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi, qui est notre invité ici à Kinshasa. Merci à vous de nous faire cet honneur de cette invitation. Merci pour l'invitation, Monsieur Guy. Alors, quand on va pas rapidement évoquer l'actualité, même si c'est vrai qu'on aurait dû commencer par là, parce que c'est dans la presse avec notamment ce fait inédit qui concerne Corneille Nangaa, l'ancien directeur général de la CENI. Mais permettez que nous puissions rapidement commencer par ce que vous faites en ce moment sur le terrain. Vous allez pratiquement de porte à porte pour vendre le projet politique de Félix Tshisekedi, les 6 fameux engagements qui devraient finaliser une transformation structurelle du Congo pour un décollage plus tard. On l'entend pendant que vous êtes sur le terrain. Concernant par exemple les emplois, on a envie de vous demander, vous voulez maintenant donner plus d'emplois aux Congolais, mais qu'en est-il du mandat précédent? Combien d'emplois avez-vous créé? Le mandat précédent, M. Guy, a créé beaucoup d'emplois aussi, mais les demandes sont abyssales. Les demandes sont nombreuses. C'est comme cela qu'il faut penser et repenser comment donner plus d'emplois aux Congolais. Parce que vous voyez dans les engagements des candidats Tshisekedi, ils parlent de plus d'emplois. C'est-à-dire qu'il y en avait, qu'il y en a, mais on veut en donner plus. Et dans le nouveau quinquennat, si le deal est conclu avec le peuple congolais, c'est la création de 6 400 000 emplois, échelonnés en 5 ans. Vous allez faire le calcul, c'est près de 1,5 million d'emplois par an à peu près. Alors, vous ne m'avez pas encore donné un chiffre. Alors, j'aurais voulu savoir très concrètement combien d'emplois est-ce que vous avez déjà créé au terme de ce mandat de 5 ans qui vient de s'achever. Combien d'emplois exactement et quelle aura été la stratégie avec laquelle vous aurez créé ces emplois-là? La grande stratégie, c'était passer par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat de PME, de petites et moyennes entreprises. Et avec ça, il y a eu un grand deal, on va dire ça comme ça, entre le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à Dieu, sera réélu le 20 décembre, dans quelques jours donc. Il y avait un grand deal entre M. Tshisekedi et les entrepreneurs, les moyens entrepreneurs et les petits entrepreneurs. Avec ça, ils ont créé beaucoup d'emplois, beaucoup d'emplois, jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, quand les entrepreneurs sont venus remercier les chefs de l'État, les jeunes entrepreneurs, ils ont même donné un chèque au chef de l'État, un chèque symbolique certes, mais un chèque de l'équivalent de 10 000 $. Un entrepreneur a dit « Merci, monsieur le chef de l'État. J'ai embauché des gens, des jeunes, je les paye, j'ai eu des bénéfices, je vous donne une partie de mon bénéfice pour vous remercier pour cette idée. J'ai fait engager des gens, nous tous ici on a fait engager des gens, et le chef de l'État a reçu ces chèques et il l'a redonné à un autre entrepreneur, femme certes, pour faire fleurir son entreprise. Donc il y a eu beaucoup dans plusieurs secteurs. Même les gens qu'on appelait ici les enfants de la rue ont été recasés par le biais du service national. Ils ont travaillé, on leur a donné de la valeur. Ils ont fait des champs, ils ont fait de la menuiserie, ils ont fait de la maçonnerie, ils ont construit des maisons. Aujourd'hui, ils sont très utiles à la société. D'autres sont même allés aux études pour
participer, n'est-ce pas, à la transformation positive de notre société. Alors là, vous êtes en train de parler des enfants de la rue. Je voudrais me concentrer avec vous sur les entrepreneurs. Comment est-ce que vous les avez promus, ces entrepreneurs congolais? Est-ce à partir de la commande publique? Est-ce parce que vous avez sorti des normes, par exemple, qui permettent aux sociétés, notamment minières, de pouvoir mieux les récupérer dans des contrats de sous-traitance? Est-ce à travers un financement? Est-ce à travers des réformes beaucoup plus structurelles, notamment d'assainissement ou alors de promotion du climat des affaires? Je voudrais que nos téléspectateurs puissent toucher du doigt pour mieux comprendre, parce que vous promettez de continuer dans le prochain mandat que vous demandez aux Congolais. Il est très important que l'on puisse comprendre déjà comment est-ce que vous vous êtes comporté jusqu'à maintenant sur cette question bien précise. Exactement, M. Guy. Il y a eu déjà la cellule de climat des affaires qui a donné des bonnes orientations au niveau de la présidence de la République. La cellule de climat des affaires est rattachée au président de la République. Donc, toute le fois que le président a besoin d'un monitoring sur le climat des affaires, il fait appel à cette cellule. Et la cellule travaille avec le ministre de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, et ils ont créé des microcrédits pour les entrepreneurs jeunes qui ont fait des appels d'offres et ils ont engagé beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'université, des jeunes qui sont sortis des centres de formation. On a un grand centre de formation ici qu'on appelle l'Institut national de préparation professionnelle qui forme le jeune directement pour les emplois. Et c'est comme ça qu'avec les microcrédits que les gens ont reçus, ils ont travaillé. Et vous allez voir que c'était presque au milieu de cette année, c'est-à-dire quasi en fin mandat, parce que cela a commencé dans ce que nous on a appelé les 3 années utiles du mandat du président Tshisekedi. Quand il a repris vraiment les choses en main, il a fait la promotion des entrepreneurs et les entrepreneurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont engagé dans quasi tous les secteurs, pas seulement les secteurs miniers. Les secteurs miniers, je vois que vous avez parlé de la sous-traitance. Oui, la sous-traitance a été révalorisée avec l'ARCP, Agence pour la sous-traitance. Et avec ça, on fait la promotion des entrepreneurs congolais. La sous-traitance ne devrait être que l'apanage des nationaux pour faire avancer les choses, pour amener plus de Congolais aux emplois. Nous, on a été, Dieu merci, avec les chefs de l'État jusqu'à Kamoa, qui est à les mines de Kamoa, qui sont à 30 km de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Mais la mine de Kamoa emploie près de 17 000 Congolais. 17 000, avec 1 000 ou 2 000 étrangers. Donc, et dans cette mine, vous voyez que la sous-traitance est en train de prendre corps. Et dans la sous-traitance, les Congolais se retrouvent. Vous voyez la transformation positive de la société. Quasi en un clin d'œil, ils ont même créé une université pour former des géologues congolais et de la périphérie, pour que dans les années à venir, il n'y aura pas seulement de grands ingénieurs géologues qui dirigent ces mines-là, mais il y aura des grands ingénieurs géologues congolais. C'est ça la promotion et regarder vers l'avenir. Quand on parle de plus d'emplois, c'est-à-dire qu'il y avait de l'emploi, on veut faire plus. Quand on dit plus d'accès aux besoins sociaux, il y en avait, on veut en faire plus. Alors maintenant, parlons du pouvoir d'achat. Vous dites que vous voulez augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. On sait qu'il y a eu beaucoup de revalorisation salariale dans la fonction publique et aussi notamment à travers les forces armées. Les salaires ont été revalorisés, ça a augmenté le pouvoir d'achat, mais toujours est-il que le Congolais qui n'est pas dans l'administration et qui ne bénéficie pas de ces emplois que vous dites qui ont été créés notamment par des investisseurs locaux, nationaux, privés, beaucoup se demandent comment est-ce que leur pouvoir d'achat pourrait être impacté dans des politiques dans les politiques que vous comptez développer dans le cadre de ce nouveau mandat. Alors concrètement, comment vous faites pour que cette revalorisation du pouvoir d'achat via les salaires des fonctionnaires et autres agents du secteur privé, comment est-ce que vous faites pour que ça puisse impacter tous les Congolais, pour que chaque Congolais, qu'importe là où il se trouve, puisse également voir qu'il gagne un peu plus d'argent qu'avant?
Tout cela passe par la redistribution objective du revenu national. C'est-à-dire que si vous suivez la politique monétaire et économique de la République démocratique du Congo, depuis l'avènement du président Tshisekedi, on a trouvé que le gouvernement précédent avait des budgets de l'ordre de 4 milliards de dollars, de l'équivalent de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes au niveau, on a quadruplé, on est à 16 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'argent rentre et cet argent, il faut le redistribuer. Et on ne le redistribue pas, il y avait des problèmes, parfois des déséquilibres. C'est comme ça que le pouvoir d'achat, il faudrait que le pouvoir d'achat arrive à se rééquilibrer dans tous les secteurs. C'est vrai que les salaires ont augmenté, mais entre-temps, le coût de la vie a aussi fait des problèmes par rapport à l'économie. Mais on repense les autres stratégies pour que vous allez voir, dès le début du mandat, vous allez voir que la stratégie a été repensée pour plus de pouvoir d'achat. Et il y aura cette amélioration positive qu'on attend, que le peuple attend, et le peuple a confiance à son leader, à son candidat, à son président, et il a le bonheur d'être président-candidat. Le bonheur, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter parce que quelque part aussi, il y a des complexités. Organiser une élection, continuer à gérer un pays tout en menant également une campagne électorale sur le terrain peut être quelque chose de fastidieux. Et aussi, avec les critiques que l'on connaît, on ne sait pas trop si c'est un avantage ou pas, mais comme vous le dites, nous, on y croit. Alors, Guillaume Modimbola, je vous propose maintenant que nous puissions nous concentrer sur un autre aspect qui est assez important. Il s'agit de la diversification économique. Le Congo fait dans le minerai, on a l'habitude de le dire. Le Congo, avant tout, ce sont les mines. D'ailleurs, il n'y a qu'à survoler ce pays pour voir combien est-ce que l'exploitation minière a été à peu près toute l'économie congolaise pendant de nombreuses décennies. Aujourd'hui, quand vous dites diversification économique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on abandonne les mines? On repart vers quoi concrètement? On repart, Monsieur Guy, on repart vers l'agro-business. L'agro-business, c'est quoi? C'est regarder et se pencher vraiment et véritablement vers l'agriculture. Cette agriculture, parce que le Congo, si vous survolez ces pays, a plus de 80 millions d'hectares et de terres arables. Donc vous allez voir que il y a ce que le président a lancé depuis 2019, l'ATA, l'agenda des transformations agricoles, qui a été chapeauté par IITA, l'Institut international des techniques agricoles, installé à Kalambo, à quelques kilomètres de Bukavu, au sud Kivu, où on fait cette transformation agricole qui est répandue partout jusqu'au Bas-Congo, partout dans l'ex-province orientale. Et vous allez voir que ce ne sera pas qu'un slogan quand le président avait dit « c'est maintenant le tour de la revanche du sol sur le sous-sol ». C'est-à-dire que l'agriculture doit nourrir son peuple. Les Congolais doivent nourrir les Congolais. On va entrer dans une sorte de CNC. Les Congolais nourrissent les Congolais par une agriculture qui va donner la tomate qu'on achète, la boîte de tomates qu'on importe, on n'importera plus comme avant. On fera des importations de compléments. On ne fera plus des importations de base. On fera des importations de compléments, des substitutions aussi, pour que les Congolais vivent de ces produits à lui. Parce que ici, il suffit de jeter une graine de citron ou de maïs, ça va pousser sans même l'arrosage, parce qu'il pleut quasi 3/4 de l'année. Justement, est-ce que là, on ne pourrait pas penser que vous allez un peu trop loin pour quelque chose qui devrait être, pour un début en tout cas, un peu plus simple? Est-ce que le leitmotiv n'aurait pas été de pousser les Congolais à une agriculture qui soit d'abord une agriculture familiale, comme c'est le cas dans de nombreux pays, et comme ce fut le cas d'ailleurs
dans cette République démocratique du Congo qui ne consommait presque rien de l'extérieur avant qu'il n'y ait le boom effectivement des mines, parce que de toute évidence, il n'y avait pas un pouvoir d'achat qui permettait d'aller acheter ces boîtes de conserve aux quatre coins du monde. Pourquoi ne pas déjà penser à ramener les Congolais à l'agriculture familiale, c'est-à-dire une personne sur 1 hectare de terrain, une famille entière sur 1 hectare de terrain seulement, avec une basse-cour qui peut déjà permettre d'avoir du poulet pour la famille, avec quelques champs de maïs, etc. Pourquoi n'avoir pas déjà pensé à ça? C'est déjà dans l'ATA, dans l'agenda de transformation agricole. Il y a tout cela de micro au macro, c'est-à-dire de la famille, qui est la cellule base de la nation, de la famille. La famille se nourrit par des potagers. Après, ce que vous manquez chez vous, vous pouvez trouver maintenant au marché ou au niveau intermédiaire, parce qu'il y a des cantines. Par exemple, dans les camps militaires, il y a des cantines. Les gens, ceux qui n'ont pas chez eux, ils peuvent aller recourir aux cantines qui suppléent au manque de produits. Donc, dans l'agenda de transformation agricole, l'ATA, il y a toute cette technique-là qui va du micro au macro. Et il y a également l'aquaponie, c'est une nouvelle technique agricole qui permet de faire de l'agriculture en zone urbaine, sur des espaces très réduits, notamment sur des murs de balcon. Est-ce que vous y pensez? Certainement. Certainement que vous y pensez également, parce qu'on comprend votre souci, que votre principal souci ici est de faire en sorte que le Congolais puisse réduire la dépendance vis-à-vis des produits importés, en parlant des produits notamment de conserve alimentaire. Exactement. On doit réduire sensiblement, parce que à un certain moment, à Kinshasa, la ville où nous sommes, les gens ne savaient même plus qu'ils pouvaient manger les poulets de chair, les poulets qu'on appelle bicyclettes, parce qu'il y avait trop de poulets importés. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux? Parce que dans certains pays africains, les gens parfois font de l'élève, même dans leurs cours, même en zone urbaine. On se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là, quoi. Le problème, c'est l'exode aussi. Il y a eu beaucoup de mouvements d'exode, il y a eu beaucoup de pauvreté, il y a eu beaucoup de négligence de la population. Et il fallait refaire la confiance à la population. Et aujourd'hui, avec notre programme de développement à la base, des 145 territoires, parce que la République démocratique du Congo compte 145 territoires. Tous les 145 territoires sont concernés par cette transformation positive de notre société, par des écoles qu'on construit dans tous les 145 territoires, les centres de santé et les bâtiments administratifs, pour que la société, on dit là où il y a la société, il faut qu'il y ait les droits. Et dans les bâtiments administratifs, vous allez trouver les tribunaux de paix, les tribunaux pour régler les problèmes déjà au plus bas niveau, avant que les gens n'aillent dans les grandes villes pour chercher. On va en parler. Parce que l'une des clés du nouveau mandat que vous demandez aux Congolais, en parlant du président sortant Félix Tshisekedi, dont vous êtes un membre de l'équipe de campagne, en parlant donc des 6 engagements, il y a la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Il faut que l'État soit présent, notamment en apportant les services publics de base. On sait que la justice également est un service public. Et vous dites que vous allez aller encore plus loin. Et donc, on se pose naturellement la question de savoir où est-ce que vous êtes allé pendant les 5 années précédentes. Précédentes. Où est-ce que vous avez amené l'État où l'État n'existait pas avant? On a fait beaucoup d'efforts. Et vous allez voir, quand vous regardez même pendant la campagne électorale, le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui est proche de son peuple. C'est la seule phrase qui résume votre préoccupation, c'est-à-dire rapprocher les gouvernants du gouverné, rapprocher l'autorité avec son peuple, écouter le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que vous avez vu la réponse aux multiples préoccupations du peuple, c'est les programmes de développement à la base des 145 territoires. On doit commencer par là. La société doit avoir des fondements. Il faut qu'il y ait des socles. Il faut qu'il y ait l'infrastructure, plutôt la superstructure, l'infrastructure pour avoir la superstructure. Et aujourd'hui, c'est presque chose faite et nous allons continuer parce que
en dehors des programmes de développement à la base des 145 territoires, il y a eu des programmes de lutte contre la pauvreté, il y a eu beaucoup d'autres programmes qui ont aidé à ce que les Congolais se sentent un peu plus à l'aise qu'ils l'étaient il y a quelques années. Et voilà, et vous dites, pendant que vous êtes sur le terrain, vous dites à chaque fois tout votre compte, alors que certains disent que normalement ça ne devrait pas être très difficile pour vous parce que Félix Tshisekedi Tshilombo, on va dire, il va dans une élection où son nationalisme n'est plus à démontrer parce qu'il est lui-même héritier effectivement d'un courant politique qui est très nationaliste congolais et l'histoire même ne rappelle pas des accointances avec des mouvements extérieurs ou alors des multinationales. Il va avec des candidats qui sont souvent accusés, qui sont très souvent accusés d'avoir des liens qui soient très étroit avec l'extérieur, disons-le simplement comme ça. Et en plus, cette opposition va très fragmenter avec notamment Moïse Katumbi et Martin Fayulu qui ne sont pas dans la coalition qui avait permis d'ailleurs à ce que Martin Fayulu arrive juste derrière Félix Tshisekedi en 2019. Alors, quand vous dites que tout votre compte, on aimerait vous poser la question de quoi avez-vous véritablement peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette élection? Non, le problème, ce n'est pas d'avoir peur, c'est plutôt le respect de l'électeur. Le respect du peuple congolais, le respect du votant. C'est comme ça que tout vote compte. Il ne faut pas croire qu'il faut dormir sur ses lauriers parce que partout il y a un grand engouement. Moi, j'ai été à l'étape du Grand Katanga, par exemple à Lubumbashi, je n'avais jamais vu ça. C'était une affluence comme si c'était l'équipe nationale avait gagné la Coupe du Monde. C'était près de 1 million de personnes sur la route de l'aéroport de Loano jusqu'à la place du 30 juin, là où il y a eu le meeting. Près de 1 million de personnes, j'ai dit, mais il faut respecter ces gens-là. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de parler à leur leader et que le leader réponde. Et le leader répond. Alors, Guillaume Modibola, vous disiez tout à l'heure il faut impérativement que chaque vote compte, même malgré le fait que, j'expliquais tout à l'heure, que votre candidat était plutôt bien organisé sur le terrain. Oui, vous savez, l'histoire politique de notre pays nous fait dire que l'UDPS est là depuis près de 40 ans. C'est-à-dire, quand on est membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, les partis chers à Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, le père de Félix Tshisekedi, le président actuel, c'est-à-dire c'est un parti où les gens sont rodés. Et le président le démontre sur terrain, c'est un homme du terrain. En 2011, il avait fait une grande campagne, pas seulement pour le président Étienne Tshisekedi, mais pour lui-même, où il a été l'un des députés le mieux élus de la République dans la circonscription du Kasaï oriental à Bujimaï. Alors, depuis 30 jours, près de 30 jours aujourd'hui, le président Tshisekedi, malgré le stop, la suspension de 3 jours pour saluer la mémoire des compatriotes qui sont tombés à Bazangungu au Congo central, dans le bousculade pendant le meeting, il a effectué la campagne dans presque toutes les 26 provinces. Toutes les 26 provinces. Parce que les autres, quand ils étaient là, ils faisaient encore la campagne sous le format de 11 provinces, les anciennes provinces. Aujourd'hui, il y en a 26. Il faut les faire toutes, sans compter les autres grandes villes des provinces où il y a un engouement, mais par respect pour les électeurs. Et comme chaque vote compte, il faut saluer les mamans, les jeunes gens, le papa, écouter les désiderata de population pour les transformer en plus d'emplois, en plus de pouvoir d'achat, en plus de sécurité urbaine et de la défense nationale, en plus d'économie diversifiée, en plus d'accès aux besoins sociaux de base, en plus d'accès aux services publics. Il faut cristalliser ses engagements en se rapprochant de son peuple. Et le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
est très proche de son peuple et dans la philosophie de rapprocher davantage les gouvernants de gouverner. Merci. Et tout à l'heure, vous avez évoqué, vous venez d'ailleurs de le faire encore, vous avez évoqué cette amélioration des conditions de vie des Congolais à travers un accès qui soit de plus en plus important aux services de base, notamment liés à la santé. On reconnaît que votre candidat a lancé la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité également de la maternité, plus besoin de retenir les femmes à l'hôpital après une maternité pendant plusieurs mois. Vous avez conçu un système qui s'occupe de cela. Alors concrètement, ça se passe comment sur le terrain? Comment trouvez-vous l'argent nécessaire pour pouvoir rendre cela effectif et quel est le niveau même d'effectivité? Tantôt, M. Guy, je vous ai parlé du budget de l'État. Ce budget de l'État, c'est pour servir l'État, c'est pour servir les populations. C'est-à-dire on donne un certain pourcentage au service de santé, un certain pourcentage au sport, un certain pourcentage à la culture, à l'agriculture, ainsi de suite. Donc la part de la santé, parlons de la santé, par rapport à la part de la santé, vous allez voir que l'État a préféré suppléer à la place de ménage. Quand on parle de l'amélioration de ménage, des frais de ménage, c'est ça, par exemple, toutes ces mamans, c'était honteux, M. Guy, de circuler la ville de Kinshasa, de circuler nos périphéries, l'arrière-pays, où on retenait les femmes en otage, prisonnières, parce qu'elles n'ont pas payé les frais de maternité de leurs enfants. Et ils restaient là-bas 3 mois, 4 mois, 6 mois. Vous vous imaginez, la femme a déjà donné la vie et puis on la retient prisonnière. Elle avait des périmètres dans les hôpitaux qu'elle ne pouvait pas dépasser parce que, pour craindre la fuite. Et aujourd'hui, ces problèmes-là sont devenus des problèmes du passé et des problèmes dépassés. Parce que Félix Tshisekedi a dit « Nos mamans ne peuvent pas être humiliées à ce point ». Et aujourd'hui, les mamans sont prises en charge dès la conception. Dès que tu vas à la consultation prénatale, qu'on appelle CPN, jusqu'à l'accouchement, et de l'accouchement jusqu'au premier mois d'existence de ces beaux bébés congolais, il n'y a pas de frais à payer. Les vaccinations et tout, les bébés naissent déjà dans un environnement qui le met en exergue pour avoir les mêmes chances que tous les autres enfants du monde. À propos maintenant de la gratuité de l'enseignement de base, qu'on appelle ici parfois enseignement primaire, mais c'est encore une trouvaille. Alors que la Constitution, l'article 43 de la Constitution l'a exigé, cette Constitution qu'on a depuis 2006, mais ça n'avait jamais été mis en application. De ce côté-là, le président Tshisekedi est arrivé déjà en 2019, il a demandé à ce qu'on organise la gratuité de l'enseignement. Il y a eu des problèmes, il y a eu des confessions religieuses qui ne voulaient pas, non, c'est précipité, il dit non. Ici à Kinshasa, c'est vrai, il y a des grognes, mais ça va bénéficier à tous les Congolais. Comme on dit, Kinshasa n'est pas tout le Congo. Kinshasa n'est qu'une ville-province sur le 26. Et les gens ont été très contents. On a ramené plus de 5 millions d'enfants supplémentaires à l'école. Supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la moyenne de 16 à 18 millions par an, mais il y a 5 millions de plus, dont beaucoup de jeunes filles qui n'allaient pas à l'école faute de moyens. Vous savez, les sociétés africaines sont parfois un peu misogynes pour dire que les garçons vont aller à l'école, les filles vont faire les ménages. Aujourd'hui, l'égalité des chances pour les filles et pour les garçons. C'est comme ça que vous allez voir les filles, les jeunes mamans, les mamans vont voter pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a pensé à tout le monde, à tous ces gens et quasi dans tous les secteurs.
Voilà, merci à vous Guillaume Modimola. Nous allons sortir de cet entretien en évoquant maintenant l'actualité. L'actualité, c'est cette annonce tonitruante, toxique même pour certains, de Corneille Nangaa, l'ancien directeur général du Conseil électoral national indépendant, qui a organisé notamment le scrutin qui avait permis à Félix Tshisekedi d'être élu président en 2019. Maintenant, il a fait une sortie qui est qui est assez curieuse. Il annonce se rapprocher du mouvement M23 dans le cadre d'une plateforme politique. Pour beaucoup, il vient ici comme ça donner une sorte de légitimité congolaise à un mouvement qui jusqu'ici est perçu, et parfois à juste titre, comme étant instrumentalisé par le Rwanda pour des fins essentiellement rwandaises. Alors vous, quel est le regard que vous portez sur cette annonce qui a été faite depuis le Kenya, qui a d'ailleurs valu le rappel par le Congo de son ambassadeur et aussi la convocation de l'ambassadeur du Kenya au Congo pour explication? Exactement, Monsieur Guy. Monsieur Nangaa Corneille a fait une grande injure au peuple congolais. Le peuple congolais l'avait, entre guillemets, un peu pardonné du fait qu'il avait quand même organisé les élections en 2018, parce que ces élections étaient prévues en 2016. Il a fallu que le sang soit versé. Il y a eu beaucoup de combats pour arriver à ces élections-là. Beaucoup de morts. Oui, beaucoup de morts. Et Corneille Nangaa, au lieu de sortir par la grande porte, il veut sortir et rester dans l'histoire dans ces pays par la petite porte. Il a fait injure. Il s'est désolidarisé de centaines de millions de Congolais en faisant alliance avec des terroristes reconnus mondialement. Dans les rapports de l'ONU, dans tous les rapports sérieux du monde, on reconnaît que ces gens-là ne sont pas dans la logique des Congolais. Parce que être Congolais, c'est... Et aussi préciser peut-être pour la gouverne de nos téléspectateurs la différence qu'il y a entre un mouvement rebelle et un mouvement terroriste. Un mouvement rebelle a des revendications qui sont politiques. Et un mouvement terroriste agit avant tout pour faire peur et donc, par exemple, pour pousser des populations à fuir leur village afin d'exploiter les minerais. Oui. Et c'est ce qui est reproché au M23. Vous vous imaginez, celui-là même qui a organisé les élections pacifiques de 2018, devenir un sanguinaire, il s'autoproclame sanguinaire lui-même, terroriste lui-même, vis-à-vis de son peuple, en s'alliant avec les ennemis du peuple. Directement, le gouvernement congolais a condamné, et avec la... On a envie de se poser la question, Guillaume Modimola, on a envie de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on voyait très mal Corneille Nangaa dans la configuration actuelle. Lui qui a été l'un des grands héros, on va le dire comme ça, de l'alternance politique, vu de l'extérieur et vu d'un certain nombre de capitales, voilà, de cette alternance congolaise. C'est lui qu'on voyait à côté de l'ancien président Joseph Kabila. Je ne sais pas être dans l'esprit de Nangaa aujourd'hui, parce que je ne comprends déjà pas, c'est incompréhensible. Je le voyais même fréquenter une église très respectable ici, l'église de Philadelphie à Kinshasa. C'est une église qui porte le grande valeur morale et chrétienne. Mais aujourd'hui, vouloir verser le sang du Congolais pour peut-être des aigreurs que je ne sais pas canaliser, je ne me retrouve pas dans ces combats. Et toutes celles et tous ceux qui ne savent pas condamner Nangaa seront considérés par le peuple congolais comme ses complices. Aujourd'hui, je n'ai pas compris. Excusez-moi d'aller un peu vite, je n'ai pas compris la réaction de M. Olivier Kamitatou qui reprochait au ministre Mouyaya d'avoir demandé à tous les candidats qui disent défendre les Congolais, les populations congolaises, ils doivent condamner ce que Nangaa a fait. Nangaa a heurté la conscience de tous les Congolais. Il fallait que tout le monde condamne cela. Et c'est ce que nous on a fait, et le gouvernement a rappelé son ambassadeur au Kenya, de là où Nangaa avait fait sa tonitruante et puérile annonce. Et ici à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur kenyan pour demander des explications quant à ça.
Et toujours au cœur de l'actualité de cette présidentielle, il y a également l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a fait une déclaration dans laquelle il disait très clairement que il faudrait déjà que le peuple intègre que Moïse Katumbi sera l'heureux élu de la journée de mercredi prochain, 20 décembre, de la présidentielle. Et vous trouvez cela bien sûr complètement déplacé. Rappelez que dans certains États du continent africain, le code électoral interdit strictement de telles déclarations au cœur d'un processus électoral. Vous, quel est le regard que vous portez là-dessus au sein de votre coalition? Merci, M. Guy, mais vous savez que même dans le code de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, il est interdit de faire ce qu'a fait M. Matata. C'est vrai, de donner des tendances. Il a extériorisé peut-être son songe de la nuit dernière, mais il l'a fait alors de manière très maladroite. Il ne devrait pas le faire. Et il ne peut pas injurier le peuple congolais. J'aimerais que vous voyiez l'engouement, comment le peuple plébiscite presque le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est l'espoir de ce peuple, qui aime ce peuple, qui est très proche de ce peuple, que des gens qui viennent quasi en aventure. Matata, au départ, il était candidat et il s'est laissé absorber dans la moule d'un conglomérat. Comme disait Laurent Désiré Kabila, un conglomérat d'aventuriers politiques, de vagabonds politiques, de gens qui sont dans toutes les tendances politiques. Dans cette bande-là, vous voyez des gens qui étaient tantôt dans des mouvements rebelles. Après, ils sont venus ici, ils étaient derrière un des leaders, Jean-Pierre Bemba. Après, ils changent, ils deviennent derrière Kabila. Aujourd'hui, ils sont derrière Katumbi. On ne sait pas, demain, ils seront peut-être derrière l'enfant de Katumbi ou de je ne sais qui. C'est vraiment nauséabond qu'un monsieur comme Matata, qu'on croyait un grand monsieur, il faisait de grandes déclarations et il a dit qu'il sera candidat. Il a été candidat pendant 3-4 jours, essoufflé. Il s'est laissé absorber quelque part et pour montrer l'allégeance à son leader ou à son chef. Et il raconte n'importe quoi, il veut extérioriser ses rêves. Mais je lui demande d'attendre parce que les élections, c'est le 20. Nous, on respecte notre peuple, on respecte le vote. Et ce n'est pas par hasard, Dieu sait arranger les choses. Le 20, nous voterons les numéros 20. Et le 31 décembre, la Commission nationale proclamera, grâce à Dieu, les numéros 20. Et le 10 janvier, la Cour constitutionnelle confirmera le candidat numéro 20, le confirmera président, notre président candidat, pour que, au plus tard le 20 janvier, qu'il prête serment pour ces nouveaux deals avec son peuple qu'il aime tant, ce peuple dont il est très très proche pour la transformation positive de la République démocratique du Congo, cette RDC que le président Tshisekedi a qualifié de ce nouveau mandat, c'est le mandat de la renaissance, du développement et de la crédibilité. RDC, la renaissance, le développement et la crédibilité. Merci, merci à vous. On va sortir rapidement en évoquant un autre fait d'actualité. Il s'agit d'Olivier Kamitatou, voilà, qui tacle le candidat, enfin le président sortant, sur son voyage en hélicoptère pour rejoindre Boulungu, qui est sa région, qui est dans sa région, et il a estimé que s'il avait réussi, il ne s'y serait pas rendu en hélicoptère, il aurait donné une infrastructure routière adaptée qui puisse lui permettre à lui-même d'aller vers les siens. Alors, vous, que répondez-vous à cela? Voilà un autre qui a raté l'occasion de se taire. Monsieur Olivier Kamitatou devrait se taire par rapport à ces questions-là. Olivier Kamitatou a été dans ces pays président de l'Assemblée nationale. Mais que pouvait-il faire? Est-ce qu'un président de l'Assemblée nationale peut construire des routes? Il peut aider à ce qui est des développements, d'abord partout, et entre autres dans sa région. Parce que, après qu'il soit président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou a été député élu
de la circonscription de Boulungu. Mais c'est juste quand lui est parti que les routes se sont abîmées, tout ça. C'est vrai qu'on accède aujourd'hui à Boulungu par une route de contournement. Avant, on accédait par Soa, Lusanga, et en quittant Kikwit, c'était 45 minutes à 50 minutes. Aujourd'hui, on fait peut-être 2-3 heures pour atteindre Boulungu. Mais un chef de l'État, d'abord, a un programme. Partir en hélicoptère n'est pas une injure à la population. La population l'attendait. Il a eu beaucoup d'escales partout, mais il a préféré aller saluer, parler avec les mamans de Boulungu, les jeunes de Boulungu qui ont besoin de lui, qui avaient soif de la justice, soif d'accéder à tout ce que les autres Congolais accèdent. Aujourd'hui, avant d'enchaîner par Olivier Kamitatu, quand vous regardez le PDL 145, le programme de développement à la base de 145, il y a une application que tout le monde peut taper, Fativar. Quand vous allez dans cette application, vous verrez tout ce qu'on a fait dans tous les territoires, dont Boulungu. Il suffit de taper à Boulungu, vous verrez qu'on a fait construire des centres de santé, on a fait construire des écoles, on a fait construire des bâtiments administratifs. Et Olivier Kamitatu, je disais qu'il a raté l'occasion de cette ère parce qu'il a été un des notables de Boulungu, mais il ne se fera plus élire à Boulungu. Vous allez voir, on est avec vous. Le 3 janvier, je crois que ce sera la proclamation des députés. Vous verrez qu'Olivier Kamitatu ne sera pas élu là-bas. Et Olivier Kamitatu a fait beaucoup de transhumance et de mutations politiques qu'on ne sait même plus le retrouver politiquement. Il a été dans le mouvement politico-militaire du MLC. De là, il est passé chez Joseph Kabila. De Joseph Kabila, il a créé un parti. On croyait que c'était un grand leader de parti, mais après, il s'est fait lui aussi absorber. Il est devenu quasi un porte-mallette de quelqu'un, de Moïse. Et il se permet d'attaquer le chef de l'État qui veut aller voir son peuple. Est-ce qu'il peut interdire à quelqu'un d'utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour aller voir son peuple? Il a vraiment raté l'occasion de cette ère et c'est malheureux. Merci beaucoup à vous, Guillaume Moudimola. Merci à vous d'avoir marqué cet arrêt du plateau de Kinshasa, d'Afrique Média, pour pouvoir échanger avec nous sur l'actualité au cœur de ces élections générales et aussi pour évoquer les arguments de votre candidat à la présidentielle, à savoir Félix Tshisekedi. Oui, merci beaucoup à Afrique Média, c'est média panafricain qui se rapproche beaucoup de toute l'Afrique. C'est vraiment une idée géniale que de revenir. Et à ce propos, ce cycle électoral est un cycle électoral inédit parce que ça prend les élections, pour la première fois les élections générales, depuis Lumumba, depuis mai 1960. Aujourd'hui, nous aurons les élections générales, c'est-à-dire au niveau du président, le présidentiel, la députation nationale, la députation provinciale, les élections communales, pour élire après le bourgmestre, et les députés provinciaux vont élire après le sénateur et les gouverneurs de ville. Donc, est étendu et extendu à la diaspora. Il y a pour la première fois 5 pays ont été choisis pour faire les élections en dehors du Congo. Là où il y a plus de concentration des Congolais, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud participeront à ces élections. Et je crois que dans ma conviction, dans ma foi et de tout ce que j'ai vu et dans tout ce que j'ai vu, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va remplir pour un second mandat et il sera réélu pour la transformation positive de notre société et pour son deal avec le peuple congolais. Merci beaucoup à vous, Guillaume Moudimola. Merci aux téléspectateurs également de la télévision panafricaine. On vous retrouve très bientôt, toujours ici à Kinshasa, avec encore plus d'invités pour davantage aborder le cadre d'organisation de ces élections générales ici au Congo et aussi avec des débats pour comprendre notamment les sujets d'actualité qui se dégagent au cœur de ces élections générales. À très vite.